Est-ce que le contre-jour vous ennuie? Non. Ça va. Alors, peut-être que quelqu'un m'a donné pour venir fermer le store. Ça se ferme. Et puis, autre chose, il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi les conférences du mercredi, qui vont passer au vendredi en janvier, pourquoi j'avais décidé de répéter certaines choses un peu plus souvent les mercredis. Eh bien, juste pour vous, je préfère vous le dire, simplement qu'il y a énormément de personnes nouvelles qui tentent de venir se joindre à notre groupe. Alors, ils viennent une fois à une conférence ou deux fois. Et comme les conférences s'adressent plus souvent qu'autrement à des personnes qui ont fait le séminaire, eh bien, non seulement ils viennent perdre une soirée parce qu'ils ne comprennent absolument rien de charamia, et souvent ils partent extrêmement traumatisés. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que les conférences du mercredi, c'est des conférences où vous pourrez inviter des gens sans risquer de plus jamais les revoir. Et les conférences spéciales, les conférences du mois, bien là, évidemment, on continuera dans la même formule qu'on fait actuellement, puis on ira aussi en grossissant, en énergie. Donc, les conférences régulières sont des conférences qui vont s'adresser à des personnes qui ont fait le séminaire et qui veulent ressasser certaines choses. Ce sont des conférences qui vont être un peu plus douces. Ce sont des conférences aussi qui vont s'adresser à des personnes qui n'ont pas fait le séminaire, comme ça devrait être le cas. Et les conférences spéciales, c'est des conférences qu'on va faire uniquement pour les séminaristes. As-tu 3 heures de questions là-dessus? Non, ça va. Là, on peut parler des égrégores. C'est-à-dire, les égrégores font partie de l'astral. Est-ce que les égrégores font partie de l'astral? Mm-hmm. Mais dans l'astral, les égrégores sont fermés dans l'astral. Elles ne sont pas disparates. Il y a des particules, il y a énormément de... On va appeler cela des vapeurs d'égrégores qui, présentement, sont totalement dispersées dans le monde de la mort, dans l'astral. Ces vapeurs sont des vapeurs d'énergie supramentale, sont des vapeurs aussi de guerre, sont des vapeurs de plusieurs choses qui sont transpirées par la majorité des égrégores locales et des égrégores religieux. Les égrégores ont aussi une tendance à induire autour d'eux, donc dans le monde de la mort, un monde qui est moins égrégorisé. Ils ont tendance à induire de l'information. Et si la majorité des religions pressentent une apocalypse, elles vont transpirer à l'extérieur de chacune de ces égrégores-là le phénomène des guerres. Et lentement, cela peut engendrer une synergie dans le monde de la mort, une synergie planétaire qui va être capable d'associer la majorité des égrégores pour que dans la matière aboutisse quelque chose dans le genre apocalypse. Mais il y a aussi des vagues. Il y a présentement... Et ça on découvre cela plus ou moins à chaque année, des vapeurs astrales qui ne font pas partie d'un égrégore, mais qui ont tendance à manipuler l'humain. Dans certaines de ces vapeurs, on aura des vapeurs qui vont rendre l'humain dépressif, qui vont rendre l'humain chialeux, qui vont rendre l'humain déprimé. Exactement comme si on lui retirait de l'énergie. On lui retire de l'énergie, mais ce n'est pas ce qui arrive surtout. Il y a toujours la mécanique, et cette mécanique, elle est plus ou moins annuel. Ce n'est pas un cycle réel. Par exemple, on est en l'an 1990 énergétiquement depuis à peu près un mois. Donc, on est en 1990. Ce n'est pas tout à fait annuel, exactement comme les menstruations de la femme ne suivent pas le cycle de la Lune exactement. Ce n'est pas au mois, mais presque. Il y a un drainage d'énergie dans la personne qui se conscientise, et ce drainage d'énergie va équilibrer la majorité des phénomènes extraterrestres qui sont reliés à chacun des individus qui évoluent par des canaux séraphiques. Présentement, nous sommes pénétrés, de toute façon, nous avons pénétré dans cette vapeur dépressive ou cette vapeur égrégorienne, pas tout à fait égrégorienne, mais disons astrale, qui a tendance à stimuler les corps physiques de beaucoup de personnes et stimulant ces corps physiques de façon à ce que l'ego lise de la dépression, que l'ego lise de l'irritabilité, que l'ego lise un écœurement, que l'ego lise des traces. Le corps physique est manipulé de façon à induire dans l'ego la preuve biologique, la preuve matérielle que les choses ne vont pas nécessairement bien. Alors que dans la réalité, les choses vont normalement et même dans certains cas, les choses vont très bien. Mais ça, les égos dont tu parles, c'est les égos des personnes qui se conscientisent ou les égos de tous les humains qui vivent sur la planète? Les égos des personnes qui se conscientisent et aussi les égos de plusieurs personnes qui vivent sur la planète. Et normalement, on atteint une phase culminante vers le mois de décembre.
cette année, on aura une phase culminante vers le mois de décembre, mais ça peut s'étirer jusqu'au mois de janvier-février. Et l'année prochaine, eh bien, ça ne sera pas tout à fait dans les mêmes mois. C'est du moins pas aux mêmes dates, au niveau du point culminant. Il y a des égrégores donc qui manipulent l'humain et les égrégores vont voir un renforcement assez majoritaire dans la phase 1990 en 2000. D'ailleurs, il y aura aussi un éclatement de certains égrégores et cela va créer des déferlements astrales, des déferlements psychologiques. Vois-tu, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on a exterminé à peu près un tiers de la population juive brillante qui nourrissait le monde de la mort. C'était suffisant pour permettre à l'intelligence prémentale d'être déviée et de pénétrer aux États-Unis plutôt que de pénétrer encore dans le contexte israélien. Il y a des égrégores présentement qui sont de moins en moins alimentés et lorsqu'un égrégore est de moins en moins alimenté, il peut risquer d'éclater, c'est-à-dire qu'il se désintègre totalement. Se désintégrant totalement, une grande partie de ce qui constitue l'égrégore devient de l'énergie vitale, ce qui va nécessairement aider les individus qui se conscientisent à retrouver, à avoir un regain d'énergie, alors que présentement, beaucoup d'individus qui se conscientisent sont souvent fatigués, ont besoin de sommeil, ont besoin de plusieurs heures de sommeil, souvent 2, 3, 4 heures, 5 heures de plus que le 8 heures traditionnel. Mais il y aura un éclatement de certains égrégores et cela va engendrer un déferlement de vecteurs manipulateurs, de substances astrales qui vont être captés par ce qu'il y a de plus animé chez l'humain. Animé, il y a les individus qui sont prêts à la guerre, il y a les individus qui sont dans un écœurement astral, il y a les individus qui sont dans un écœurement mental. Ce n'est pas tous les humains qui vont recevoir ces substances astrales, mais il y a nécessairement les conscientisables, les transportables. Il y a ceux qui ne sont pas conscientisés encore, du moins ils n'ont pas conscience de se conscientiser. Il y a plusieurs niveaux d'humains qui vont recevoir ces substances astrales, et cela peut engendrer, d'ailleurs va engendrer, dans énormément d'humains, dans plusieurs humains, des facteurs de dépression qui peuvent amener des dépressions nouvelles qu'on a connues un peu dans le passé, mais pas à une échelle aussi grandiose, une dépression colérique, une dépression vengeresse, une dépression qui peut faire en sorte que certains individus dépressifs vont tuer à l'extérieur d'eux-mêmes, vont détruire, vont massacrer. C'est une espèce de point culminant du sédatisme, c'est-à-dire que les sinistres individus dominés par l'astral, qu'ils soient conscientisables ou non, vont à un moment donné travailler uniquement en fonction d'une destruction. Destruction de lui-même? Non. Destruction de lui-même, mais inconsciemment, mais destruction consciemment, si on peut dire consciemment, des autres humains. Donc, il y aura des tueries, de bonnes idées. Ce sont des personnes qui vont travailler uniquement dans le but de démolir des personnages, de démolir des constructions, de démolir des philosophies, de démolir des espoirs, de démolir l'avenir. Ce sont des individus qui, finalement, vont avoir comme fonction, c'est une fonction archangélique, qui n'est pas nécessairement plaisante, qui n'est pas nécessairement belle, qui est de façon mécaniquement essentielle, mais ces personnages auront une fonction, donc 90 à l'an 2000, de permettre la destruction de tout ce qui sera, de la majorité de ce qui sera tenté comme implantation des énergies supramentales dans la matière. Cela veut dire que ces personnages, finalement, serviront d'outils pour détruire le neuf en fonction du vieux. Alors, lorsque on connaît le phénomène MTS, martyr de transition supramentale. Détruire le neuf en fonction du vieux. Oui, détruire le neuf pour que le vieux puisse ne pas mourir, pour que le vieux n'ait pas à affronter le neuf. C'est la raison pour laquelle ça va être strictement astral. C'est ça, pour conserver la tradition. Exact. Okay. Alors, si on amène des choses neuves, la majorité des personnes qui se conscientisent auront de plus en plus à faire face à des ennemis de plus en plus réels. Quand on a des individus qui se conscientisent et qui ont continuellement à faire face à des individus d'astral, à un moment donné, l'intellectualiste de l'individu lui fait dire « Oh, mais c'est peut-être de l'illusion, ça fait partie du collectivisme illusoire, ça fait partie de l'imaginaire, ça fait partie de l'abstrait, ça fait partie de l'impalpable, et peut-être que finalement, ça fait partie du mensonge cosmique. On s'imagine qu'il y a de l'astral, on s'imagine qu'on est manipulé. » L'intellectuel peut finir par penser ça, et comme pour devenir mental, on doit être passé par une phase très mineure, aller à très majeure d'intellectualisme, nécessairement, beaucoup de personnes transportables ont cette mécanique d'intellectualisme, et cet intellectualisme finit par... L'intellectualisme chez le conscientisable amène souvent l'illusion, l'impression qu'il est dans une forme nébuleuse d'évolution, dans une forme qui est presque uniquement relié au roman,
à la fiction dans l'évolution. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est manipulé, mais en même temps, il ne voyant jamais de manipulateur, l'intellect finit par dire « tu ne peux pas être manipulé par rien ». L'être humain sait qu'il y a un paquet d'absurdités dans le monde, sauf que toutes les choses qui semblent être non absurdes ne sont apparemment pas matériellement exprimées dans la matière. Donc, l'individu qui est conscientisable vit une phase d'évolution qui nécessite une forme de foi, n'est-ce pas, de croyance. En même temps, dans sa croyance, il y a des vecteurs qui lui disent qu'il ne doit pas croire. Bon. L'individu va donc fonctionner par une croyance théorique, c'est-à-dire qu'il va amener des concepts, il va amener des théories, mais ces théories restant encore dans le domaine de l'impalpable, exactement comme si je te dis, bon, il y a le double éthérique, mais le double éthérique, c'est une solution géniale à ce que nous connaissons de la vie et de la mort. Sauf que le double éthérique, les individus qui en entendent parler, ne peuvent pas y toucher. Bon, alors on va dire l'intelligence prémentale permet de mener un savoir neuf instantané, qui te donne ce que tu as besoin lorsque c'est nécessaire que tu l'aides. Sauf qu'en même temps, ça devient intelligent. Comparativement à l'intellectuence qui est limitée par la mémoire, donc par l'expérience, on a maintenant accès, théoriquement, à un savoir ou à une mémoire galactique qui englobe l'évolution gestative allée jusqu'à aujourd'hui du contexte planétaire et qui peut nous permettre un savoir instantané en connaissance ou en perception de cause des ondes de forme qui sont planétaires, événementielles, etc. L'individu sait qu'il y a le savoir instantané, mais en même temps, l'individu, même si de temps en temps il a contact avec le savoir instantané, étant donné que l'intellect essaie d'analyser, et que l'intellect ne peut pas être instantané, l'intellect étant uniquement de l'intellectuance, assujetti aux mémoires, l'individu, tant qu'il n'a pas 50 ans d'expérience de contact supramental, ne peut pas avoir une seule seconde d'expérience par l'intellect du contact supramental, ce qui fait que, bien que cela soit plaisant, que l'énergie supramentale puisse être conceptualisée, pour le conscientisable, encore une fois, ça reste impalpable, donc finalement, il ne sait jamais si c'est ou ce n'est pas. L'individu va parler, on parle par la suite de l'anégoïsation. L'anégoïsation induit un facteur intéressant. Plus tu t'anégoïses, plus ton ego devient puissant, mais plus petit. Mais, traditionnellement, plus tu es puissant égoïquement, puis ton ego est gros. Traditionnellement, alors que c'est l'inverse. L'individu vit encore une phase apparente d'anégoïsation, mais cela fait partie encore de l'impalpable, pas pour deux raisons. C'est sûr que même dans le collectivisme, ça reste impalpable. Mais, donc pour deux raisons. L'une des raisons, c'est que dans le collectivisme, vu que des milliards de personnes y croient, on considère cela comme étant du concret, alors que c'est de l'abstrait collectif. Dieu est sans doute réel, des millions de gens y croient. C'est comme concret à cause de l'amplitude de la croyance. Ça reste abstrait. L'individu qui est seul à croire en Dieu ne croit pas qu'il croit en Dieu, il ne sait pas, il sait, il l'oublie. Bon, c'est le fardeau du conscientisable présentement. Parce que l'être humain a donc, dans sa conscientisation, il y a énormément de facteurs qui font appel à une conscience neuve. La conscience neuve est instantanée et elle ne laisse à peu près jamais de traces dans la mémoire de l'humain. Elle laisse des traces dans la mémoire archétypale du plan planétaire lorsque cela est expérimenté par suffisamment d'humains ou suffisamment puissamment par un seul humain. L'individu a seulement une connaissance, une cognition vibratoire, une connaissance qui fait partie de la vibration, une connaissance qui est perceptive, une connaissance qui est vibratoire, donc qui est sentimentique, de plusieurs phénomènes, mais il n'a pas de trace mémorielle suffisamment ancrée dans sa mémoire pour lui donner une valeur émotive de cette perception sentimentique, donc vibratoire. Ce qui fait que l'individu est toujours déstabilisé, il ne peut pas être stable dans sa conscientisation pour l'instant, uniquement parce qu'il est supporté. La conscientisation vers le neuf est bâtie sur le sommet de la mémoire du vieux. Parce que l'être humain a un corps physique et mémoriel, parce que l'être humain a une tradition mémorielle, donc astrale, et grégorienne, personnelle, amique, de l'évolution de l'humanité, parce que l'être humain réincarne plus de 30 millions de mémoires personnalisées, l'être humain a suffisamment de mémoire pour maintenant escompter que dans la mémoire, il n'y a rien de solutionnable, il n'y a rien de sauvable, et en même temps qu'il n'y a rien qui puisse lui amener des solutions, et il n'y a rien qui puisse l'aider à s'en sortir. L'humain, sur le sommet du passé, veut bâtir le neuf. Sauf que, pourquoi il est totalement déstabilisé, c'est que chez lui, il y a autant de neuf, il y a beaucoup plus de, disons, de vieux qu'il y a de neuf, et il y a toujours ce phénomène de l'intellect qui, lui, essaie de comprendre les choses du neuf à partir du vieux. Et ça ne peut pas fonctionner.
L'être humain, présentement, il y a dans l'astral, on est en 1990 depuis au minimum un mois et une semaine, il y a dans le monde de la mort énormément de substances, donc de vapeur. Une vapeur du passé qui filtre à travers les narines des individus, qui baigne l'air, qui baigne l'atmosphère. Et cette vapeur du passé sera croissante au fur et à mesure de l'éclatement de certaines vieilles théories. Juste le fait, par exemple, de considérer que la femme peut être l'égale de l'homme, cela va progressivement cesser d'alimenter certains égrégores qui manipulaient le mâle, et à un moment donné, ça éclate. Et là, ça va s'estomper. Cela engendre cette vapeur du passé. La vapeur du passé, c'est... Bon, premièrement, on sait que dans l'atmosphère, le monde de la mort est énergétique. Il est codifié dans les particules subatomiques constituant la matière, donc notre atmosphère. Lorsque nous respirons de l'air, nous respirons de l'astral. Cette vapeur du passé est codifiée dans le carbone et dans l'oxygène qu'il y a dans l'air. Plus il y a de pollution par le gaz carbonique, plus il y a possibilité de matérialiser la vapeur du passé, et nécessairement, cela permet à l'humain d'en capter beaucoup plus. La vapeur du passé, c'est toutes les constituants astrales non vitalisés, donc qui n'ont pas été digérés par le plan vital de la planète, qui ont jadis constitué des égrégores qui ont éclaté. La vapeur du passé, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pénètre l'humain, elle amène des réincarnations à l'humain, elle lui amène des visions du passé, elle lui amène de la nostalgie, elle lui amène une forme d'écœurement, elle lui amène une forme de dépression. La nostalgie est toujours une forme de dépression parce que pour nostalgiser quelque chose, on doit puiser dans notre énergie pour reconstituer une mémoire de façon à ce que la mémoire devienne suffisamment énergisée pour être capable de sécréter dans notre corps des hormones qui pourront par la suite synergiser biologiquement la mémoire. La nostalgie est donc toujours une perte d'énergie. C'est toujours dépressif. Cette vapeur du passé a la tendance depuis quelques mois à gagner la planète, c'est-à-dire à être de plus en plus proche de l'homme. L'humain la respire. Alors il y aura, entre 90 et l'an 2000, énormément de vapeur de ce passé qui va forcer des êtres conscientisables surtout, et un paquet d'autres êtres, mais les êtres conscientisables peuvent devenir dépressifs destructeurs, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas dépressifs comme on le connaît, ils vont engendrer ce que de temps en temps la psychologie appelle de la violence gratuite. Ces personnages vont devenir des violents, sans but, sans fondement, uniquement pour pouvoir se débarrasser de quelque chose. Alors il y aura, ça ne veut pas dire que tu le sauras ou que les gens qui sont ici le sauront, mais ces gens-là ne sauront pas ce qu'ils vont faire. Non, par contre, on peut comprendre que la majorité des personnes conscientisées risquent de vivre ce genre de phénomène où ils deviendront plus colériques, ils deviendront plus irritables, etc., etc. Mais ce ne sera pas pour la même raison. C'est la vapeur du passé qui, chez l'être humain, le force à toujours refuser le neuf. Ce qui arrive à un moment donné. Maintenant, les personnes qui vont vivre cela ne viendront pas tous des personnes qui vont tout détruire, mais les individus pourront à un moment donné voir qu'effectivement, ils sont déprimés, violents. Mais moi, je comprends que la personne qui se conscientise ou une démarche évolutive vienne, même s'il n'a jamais été agressif, devienne agressif. Parce que conscientisant, il voit l'absurdité qui l'entoure, et puis là, ça peut le rendre agressif, ça, je comprends ça. Mais c'est pas ça qui le rend agressif, c'est tout le vieux chez lui. Je comprends pas. Oui. Le fait de voir le neuf ne te rend pas agressif. Ce n'est pas parce que tu vois un paradis que ça te rend agressif. C'est parce que tout le vieux qui est là aimerait être dans le paradis. Et c'est cette guerre-là qui va faire en sorte, à un moment donné, que le vieux va tout faire pour se téléporter avec ta conscience neuve dans un phénomène neuf. Et le vieux ne rentre pas. Exactement comme si j'avais un petit trou. De l'autre côté, il y a le paradis. Et l'être humain est une petite aiguille entourée de mémoire expérientielle. Quand la petite aiguille vient pour rentrer, tout le reste veut rentrer. Puis là, il y a une friction, puis ça gruge. Et jusqu'à temps que l'aiguille passe, tout tombe. Ça, c'est la violence qui va apparaître à un moment donné, c'est que toutes les mémoires font tout pour écraser l'aiguille pour qu'elle ne parte pas sans elle. Et le passé a une philosophie particulière, c'est que où je suis avec, où personne n'y est. C'est ça, OK. C'est de là qui va faire, c'est là que va naître la résistance au changement de la tradition. C'est parce que si je ne vois pas, ben si j'embarque pas avec toi, ben il n'y a personne qui part. Oui, la jalousie. Prenons un exemple. Ta femme commence à évoluer plus rapidement que toi. Tu peux facilement te faire récupérer par une mécanique qui va faire en sorte que tu vas tout faire pour l'empêcher de continuer à avancer. Parce que c'est tous les deux ou personne. Et c'est totalement stupide. Parce qu'à l'instant où on décide de la laisser libre, on commence immédiatement à avancer nous aussi. Il y a énormément de paradoxes dans l'évolution. Parce que tant qu'on essaie d'appliquer
le passé, on est toujours contre le neuf. À l'instant où tu décides de laisser tomber, automatiquement tu rentres. Mais tant que tu pousses pour passer... Mais l'humain, là, il est fortement manipulé par l'astral. Parce que la personne qui se conscientise, qui devient intellectuant, on parlait de l'intellectuant. Il connaît des choses, il sait que l'astral existe, l'esprit mental. Il connaît beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un qui écoute toutes tes conférences. Il sait plusieurs choses impalpables, abstraites, complètement abstraites, totalement abstraites. Mais ces choses-là peuvent se manifester matériellement. Et quand cela arrive, par exemple, par l'intermédiaire des extraterrestres, par exemple, l'astral qui se manifeste, des farfadets, on va dire, ou quelque chose, des objets qui se déplacent par elles-mêmes sans que tu l'aies commandé. Des animaux qui broutent de l'herbe le soir, la nuit. Alors qu'il n'y en a pas, c'est ça? Oui. Ça, c'est des preuves qui sont amenées par... Oui, mais le problème de l'intellect, le problème de l'intellect. Bon, je ramène certaines petites choses. À un moment donné, il y a dans la jungle du Péten un animal qui astralement ressemble à un Tyrannosaurus rex, roi des terribles lézards. Il gueule, il crie, il avance, les animaux se sauvent, il y a d'immenses vagues dans une lagune où un descendant Maya qui a passé 59 ans de sa vie là dit qu'il n'a jamais vu ça. On est la nuit, dans une forêt où chaque feuille, chaque tronc, chaque branche est bourrée d'aiguilles. Et l'animal approche suffisamment proche de notre campement, il arrête à la hauteur, il gueule, c'est absolument effarant. Mais un an après, les explorateurs qui étaient là sont convaincus qu'ils n'ont jamais vécu cela. Il y a à un moment donné des individus qui campent dans le bois, ils font partie du même groupe que toi, et qui, la nuit, entendent un cheval avec un harnais, des chaînes, un cheval qui galope et qui fonce droit sur un campement. La personne qui est de garde, qui garde le feu pour que le feu se sauve, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et le cheval galope, ça approche, on entend le harnais, les chaînes, etc. Et quand c'est suffisamment rendu proche, juste avant que ça sorte de la nuit pour apparaître dans le cercle du feu, la personne décide de venir me réveiller. À l'instant où elle approche de ma tente, l'animal bifurque, change de cap et disparaît dans le bois. Mais cette personne n'est peut-être pas convaincue qu'elle a entendu ça maintenant. Une autre personne, elle entend quoi? Elle entend un bruit métallique au-dessus d'un des campements principaux. Le bruit métallique est géostationnaire, donc il est sur place. Un oiseau ne reste pas géostationnaire. Le bruit métallique n'est pas pulmonaire. Pourquoi? Parce que le bruit est sans arrêt, donc ce n'est pas par petits morceaux, comme si un animal faisait du bruit en criant. Et ça peut durer une demi-heure de temps, réveillant plusieurs individus. Mais qui a entendu ça maintenant? À un moment donné, on est en plein bois et puis on entend des musiques. Quand on s'écarte d'une musique, de disco, ça passe à classique. Et là, à un moment donné, on va dire c'est peut-être des camps qui sont juste au bord de la montagne. À l'autre bord de la montagne, il y a un lac, il y a une montagne, il y a une autre montagne, il y a une autre montagne, il y a un autre lac, une autre montagne, il n'y a pas de chalet. Bon. Il y a des personnages, à un moment donné, en plein jour. En plein jour, les branches se cassent devant toi. Il y a quelque chose qui marche. Tu entends et tu vois. Mais 2 semaines après, peut-être que tu n'as jamais rien vu. La problématique, c'est que même lorsque l'être humain va rencontrer un extraterrestre ou une soucoupe volante qui va atterrir devant lui, qui va lui faire une marque en plein front, qui va se pousser, l'humain, 2 ans après, va se dire « C'est drôle comment j'avais de l'imagination à l'époque. » Pourquoi? Parce que l'humain reste branché dans une certitude collective. Si des millions d'humains ont vu la soucoupe volante et si lui ne l'a pas vue, il dira comme les imbéciles qui disent « Un jour, on a marché sur la Lune, alors qu'ils n'ont jamais été sur la Lune. » Ou encore « Hey, on a gagné la Coupe Stanley. » Ils ne jouent même pas au hockey. Mais à l'instant où c'est un individu, toi, entre autres, ou n'importe qui ici, qui vit quelque chose parce que l'ensemble ne l'a pas vécu, à un moment donné, il doute lui-même de ce qu'il a en mémoire. Il doute d'avoir vécu cela. Bon. Lorsque l'individu se conscientise, la majorité des personnes, il y a des personnes qui ont fait le jeu de la vie, il a fait le jeu de la vie 1, 2 et 3, et il s'est passé plusieurs choses dans la conscience de ces individus. Pendant l'exercice, après l'exercice, etc. Mais maintenant, les individus, est-ce que ça pratique autant? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas sûrs qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 1 million de personnes qui ont vécu la chose. Dans la conscientisation, la grosse problématique, c'est que l'individu doit le faire seul. Si l'individu doit le faire seul, l'individu doit apprendre à se libérer des mécaniques de manipulation.
y compris de la vapeur du passé. Mais l'individu est toujours, je dis que c'est le médiocrisme, la médiocratie qui domine l'évolution hiérarchique de la conscience de l'humain dans sa structure, dans sa phase d'évolution. La médiocratie, c'est le médiocrisme qui est au pouvoir. Mais cela a rapport avec le lourd fardeau de supporter le fait d'être son seul maître. Mais c'est évident. Traditionnellement, l'humain n'a jamais été son seul maître. Je me pose la question de temps en temps, je fais juste fouiller, je me dis, tout le groupe ici ensemble, on inaugure un village. Prenons l'exemple de Ofsa. Pas parce que je veux le faire, ça donne une bonne idée de l'illusion qui supporte même les conscientisés. On fait Ofsa, et puis on a un hôpital, on a un médecin, et puis on décide ensemble de comment doit être l'hôpital. Parfait. Maintenant que l'hôpital est constitué, il y a une personne qui est enceinte, elle va accoucher et le bébé meurt à la naissance. Combien maintenant d'imbéciles vont dire « Ah ben c'est ça, tu vois, si on aurait accouché à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. » Mais quand quelqu'un va à l'hôpital Notre-Dame et que son bébé meurt à la naissance, personne ne crie. Comme si, là c'était correct, mais c'est la même structure. Des humains ont décidé de faire une ville. Des humains ont décidé du code d'éthique des médecins. Des humains ont décidé de comment on serait géré l'hôpital. Des humains ont décidé plusieurs choses. Et parce que ces humains-là font certaines erreurs, on a une mortalité. C'est tellement d'envergure que chaque être humain qui serait dans le village Ofsa, qui chialerait dedans, ne chialerait pas ici, pensant que c'est cosmiquement comme ça, pensant que c'est Dieu qui a créé ça de même, pensant que c'est inévitable. Je prends un autre exemple. Tu as un accident d'automobile sur un pont et tu te tues. Mais à un moment donné, nous allons fabriquer un appareil qui permet de voler. Bon, dans la structure Ofsa. Tu décolles avec ton appareil, tu as un accident et tu te tues. Et là, tout le monde va remettre en question la société Ofsa. Je parle à l'intérieur. Puis personne ne va savoir si on doit continuer. Tout le monde va vouloir... c'est la catastrophe totale. Je donne un exemple. À un moment donné, il y a un groupe de jeunes qui voulaient aller fonder une société sur une île déserte. Ils bâtissent un bateau. Il devait y avoir 2 bateaux. Ils partent en bateau, par exemple, et ils commencent à coloniser. Mais à un moment donné, l'un des bateaux coule sur l'océan Pacifique après une tempête. Et ça peut tout remettre en question le projet. Alors que quotidiennement, les avions s'écrasent, les automobiles se rentrent dedans, et ça ne met rien en question. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ampleur de l'humain. Dans une société comme la nôtre, il y a l'ampleur de l'humain. Nous sommes sur le village Ofsa et il y a des limiers. Donc, une structure de police qui est là pour protéger le terrain Ofsa des agressions extérieures. Mais à un moment donné, par accident, l'un des limiers... dégaine une arme, par exemple, et descend quelqu'un du village. On remet encore tout en question. Mais dans notre société, ici, les policiers, ils en descendent du monde qui sont innocents. Puis on en a mis sur la chaise électrique pour ne pendu combien d'innocents? 1 sur 9, possiblement. Mais on ne remet pas rien en question. Dans la structure où on est, on ne remet rien en question. L'être humain ne peut pas se lancer dans le neuf présentement. Pourquoi? Parce qu'il est continuellement en train de remettre en question ce que sa conscience lui permet de créer. Il n'est pas capable de comprendre, lorsque c'est lui qui est le maître, que les erreurs, il y en a toujours eu, même lorsqu'il n'était pas le maître, mais il n'est pas capable de comprendre et d'accepter que même si c'est lui qui est le maître, de toute façon, l'ennemi majeur numéro 1 est la planète, la vie. Donc, ce n'est pas à un moment donné parce que nous décidons de faire un village Ofsa et qu'un jour, il y a un jeune qui se suicide dans la structure Ofsa. Ah ben, il faut qu'on remette tout en question. Il se suicide ici à 4,2 par jour, au Québec. Pas au Canada, au Québec seulement. Et on ne remet rien en question. Pas encore, mais... Non, d'accord, mais qui remet en question? Et ceux qui se conscientisent, nous allons remettre en question. Pourquoi? Pour se faire un terrain au soleil. Mais il y a une nuance. La société ne remet rien en question. On parle de 3,7 suicides par jour de 15 à 25 ans. Et on refuse de mettre dans les statistiques de suicide en bas de 15 ans. Parce qu'un jeune de 9 ans qui tombe devant le métro, c'est un accident. Un jeune de 8 ans qui se noie, c'est un accident. Un jeune de 14 ans qui tombe en bas d'une montagne, c'est un accident. Ce ne sont pas des suicides. Puis quand on les trouve pendus, ben là, on n'a plus le même choix. 2 jeunes jouent avec un arme à feu, il y en a un qui tire l'autre. Est-ce que c'était pas un pacte? Oh, c'était un accident. En haut de 15 ans, on va faire une enquête criminelle. Et puis encore là, on va décider que c'est sans doute un accident. Mais les statistiques, on joue avec, on les fausse totalement. Après le mensonge, là, il y a le statistique.
On est notre seul maître. Fait que les preuves ne suffisent pas. Même lorsque l'humain a la preuve en plein visage, il n'est jamais sûr qu'il a eu la preuve. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul à avoir eu la preuve. Ou on est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 30 à avoir eu la preuve de. On n'est jamais sûr. Les seuls, prenons l'exemple. Il y a une personne ici au Québec qui parle beaucoup d'extraterrestres, puis que de temps en temps, c'est pas trop si c'est extra ou intra. Bon. Elle en a vu. C'est évident. Sauf que l'individu a un ego lui permettant de supporter ce qu'il a vu. Après ça, l'humain peut dire, oui, mais il y a beaucoup d'imaginaire. L'imaginaire est une réalité astrale. Ce n'est pas parce que ce n'est pas implanté dans la matière que c'est faux. L'imaginaire n'est pas faux. L'imaginaire n'est pas matériel. C'est autre chose. Mais parce que l'individu est capable de supporter même seul son expérience, il est capable, malgré qu'il n'ait peut-être pas l'ajustement nécessaire, de survivre pendant des années contre une société complète qui a tout fait pour le démolir. Prenons l'exemple d'un autre qui s'appelle Raël, Claude Vorillon. Même chose. Il vit une expérience, c'est évident qu'il l'a vécue. Mais parce qu'il est suffisamment capable de supporter son expérience, ben des milliers d'autres individus le suivront, même si eux n'ont jamais rien vécu. Mais eux, c'est ça. Eux, ils vont sur la croyance. Toutes les autres. Oui, mais l'individu fonctionne comme ça. La majorité des Raéliens, s'ils verraient une soucoupe volante, ils ne croiraient pas. Mais ils vont bien plus croire à la soucoupe de Raël qu'eux n'ont jamais vu. Pourquoi? Parce que si moi je te compte que j'ai vu quelque chose, tu vas me croire. Mais si tu le vois, tu ne croiras pas. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Alors si moi je commencerais à être un prêcheur... C'est trop dur à supporter. Mais oui! Si moi je commencerais à compter les salades que je voudrais, disant que j'ai vécu ceci, cela, il y aurait du monde, il y aurait du monde, il y aurait du monde. Parce que j'insiste énormément sur le fait que l'individu doit être autonome, individuel de sa conscience et son seul maître, ami avec moi peut-être, mais son seul maître, ça ne va pas. Les individus ont de la difficulté à supporter. Il y a des individus qui me disent, bon, à un moment donné, j'ai entendu du bruit dans mon mur, c'était comme un battement de cœur, est-ce que ça se peut? Moi, je n'étais pas là! On va dire oui, maintenant il croit. C'est simple. Lui était là, lui l'a entendu, mais lui il croit pas. Oui, mais peut-être que je suis tellement niaiseux que je me suis imaginé ça. Mais bon, disons, il y a les personnes intellectuantes, les intellectuels qui ont des preuves et en doutent, juste à cause parce qu'ils veulent se normaliser avec la population. Ben, c'est parce qu'ils doivent être accrédités. Et ceux qui font la même démarche ont des preuves, ils croient, mais doutent de la provenance des manifestations. C'est qu'on ne doit faire confiance à rien. Mais lorsqu'on a vu quelque chose, on peut savoir qu'on a vu la chose. Oui, ça c'est faire confiance à ce que ça veut dire. Non. Ça c'est correct. Et je crois que par exemple que le podium se déplace. Bon. Un exemple. Voilà. Mais là, de là à savoir pourquoi. C'est l'explication qu'on va rechercher dans ça. Oui, mais l'explication n'est pas grave encore. C'est que si le podium avance de 6 pouces, tous ceux qui l'ont vu ne seront pas sûrs de l'avoir vu. Et là, quand l'humain me dit, oui, mais gars, si tu nous le prouverais, j'ai déjà prouvé les personnes des choses. J'ai déjà prouvé des choses jusqu'à un facteur psychologique dangereux pour leur structure. Il y a eu les preuves en masse. Ces personnes-là, aujourd'hui, ils sont même pas sûrs qu'il s'est passé quelque chose. Ils sont pas sûrs du tout. Il y a une personne, à un moment donné, quand j'étais jeune, je lui tirais aux cartes pour lui dire ce qu'il fallait qu'elle fasse, ce qu'il fallait pas qu'elle fasse, ça me posait des questions. Je tirais pas aux cartes, les cartes, c'était qu'elle m'écoute, parce que pas de cartes, elle m'aurait jamais écouté, il parlait, il mettait des cartes, puis je disais ce que j'avais à dire. Les cartes, ça y plaisait. Bon. Quotidiennement, à un moment donné, je tirais une fois par année, de temps en temps. Ça change rien pareil. Tu sais ce que tu m'as dit, là, c'est donc vrai. Hey, j'aimerais ça te partir aux cartes, on recommence. Rien à foutre avec ça. Un an après, tu sais ce que tu m'as dit, là, c'est, j'aurais donc dû. Recommence. Encore plus belle. L'individu, être son seul maître, c'est évident. Moi, si j'ai une stabilité j'ai une fusion astrale, j'ai une stabilité dans l'évolution, je n'ai pas besoin d'être motivé, je n'ai pas besoin qu'on me rappelle que je dois évoluer, je n'ai pas besoin de rien de ça, uniquement parce que je fais confiance à ce qui se passe dans ma conscience. Quand je fais confiance que ça s'est passé. Je ne fais pas confiance de où, vers où ça va me guider. Ça ne me guide pas. Mais je sais ce que je sais. Et quand je suis sûr d'être sûr de ce que je sais, je n'ai pas besoin de demander une confirmation par autrui.
Si je suis le seul, à un moment donné, dans le bois, à entendre le bruit métallique, je sais que j'ai entendu le bruit métallique. Lorsque je pose la question au veilleur de nuit, il me dit non, moi j'ai rien entendu. Ou il dormait, ou il n'avait pas les oreilles pour, ou il l'a pas entendu. Mais ça ne change rien que moi je l'ai entendu. Alors je lui en parle pas, ça vaut pas la peine de lui en parler. Déjà que quand il l'entend, il n'est pas sûr. S'il ne l'a pas entendu, il est encore moins sûr. Je lui en parle pas. Un mois après, il y a une personne qui vient me voir, qui me dit, c'est drôle, cette nuit j'ai entendu, moi aussi je l'avais encore entendu, telle affaire. C'est la même chose. Là, je lui décris. Ah oui, oui. Pourquoi je lui décris? Je lui décris un petit peu avant, pour que lui soit sûr que j'ai aussi entendu. Parce que il pourrait me le décrire, et moi je dirais oui, il dirait ouais, mais tu dis peut-être oui juste pour... Bon, les égos, c'est comme ça. Et par la suite, à travers le campement, il y a d'autres personnes qui viennent nous dire qu'ils ont entendu des bruits bizarres, puis là, finalement, après 3-4 mois, tout le monde commence à en parler, puis on se rend compte que là, 3 mois, beaucoup l'avaient entendu. Mais 2 ans après, plus personne n'a rien entendu. De quoi tu parles, là? On veut avoir des preuves. On ne peut pas se supporter soi-même. On remet toujours tout en question. Et ça, c'est des preuves qu'il se passe quelque chose. Mais ça ne nous dit pas quoi qui se passe. Je t'explique une chose. L'explication, encore une fois. Je t'explique une chose, bien simple. Quand tu as la preuve que quelqu'un t'aime, tu as la preuve que quelqu'un t'aime. Mais tu lui demanderas peut-être toutes les semaines de te le prouver. C'est le problème avec la preuve. Si tu vois un extraterrestre, puis pendant 2 ans, tu n'en vois plus, tu ne seras pas sûr que tu l'as vu. Il faudrait que tu en vois au moins tous les mois pour être sûr tant que tu en vois. Mais si tu en vois tous les mois pendant 20 ans, les 5 autres prochaines années, si tu n'en vois plus, au bout de 5 ans, tu ne seras pas sûr que tu l'as vu pendant les 20 autres années. Moi, si je vois un extraterrestre, puis il vient m'achaler, ça fait 2-3 fois que je le vois, moi, je vais finir par lui demander, ben, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais un an après, si tu le vois plus, tu ne seras pas sûr que tu le rencontres un jour. Tu peut-être te rêvé ça. Ben, dans mon cas, je pense pas, mais... Ah, peut-être. Ah, peut-être pas. C'est possible, mais... Tout est possible, donc peut-être pas. Mais la majorité des êtres humains qui se conscientisent vivent toujours ce maudit problème où il y a une instabilité totale pour la simple raison que tout ce qui fait partie du neuf est dans l'abstrait, tout ce qui fait partie du vieux est apparemment dans le concret, uniquement parce que c'est dans la mémoire et bien ancré, c'est pas nécessairement concret. Et des individus vont mourir pour Dieu. Est-ce qu'ils ont touché Dieu? Est-ce qu'ils ont senti Dieu? Est-ce qu'ils ont vu Dieu? Ils meurent pour lui, en tout cas. Ils n'ont jamais rien vu. Il y en a qui meurent pour la vie. Il y en a qui meurent pour la paix. À quoi ça te sert de mourir pour la paix quand t'es mort, t'es plus en paix? On dit repose en paix. C'est un souhait. Alors, toi, tu sais que c'est évident qu'il faut devenir son seul maître. Que l'humain doit être son seul maître, autant qu'il y a d'humain, autant qu'il y a de maîtres. Et tu sais aussi que si tu ferais le maître pour ces humains-là, tu pourrais donner le même enseignement ou dire les mêmes choses, mais par contre, tu ne le fais pas. Parce que tu dis que ce serait contraire à ce que, finalement, devenir le maître, ce serait contraire à dire, soyez votre seul maître. Mais être le maître de quelqu'un, ça me prendrait 2 fois plus de temps pour parvenir à être le maître de moi. Comme je suis paresseux, pas nécessairement. Non, ben, il y a juste ceux qui sont pas maîtres qui disent ça. Il y a juste ceux qui risquent pas d'être maîtres qui disent ça. En ton passé, tu n'as jamais été maître. Aucune idée. Je parle maître d'une collectivité. Il n'y a rien à faire. Mais je dis, tout ça pour revenir aux égrégores. Si tu te mettrais à parler en faussant les choses pour manipuler les gens, à faire en sorte que la salle ici soit 1000 fois plus grande et remplie, il y aurait un égrégore qui serait formé au-dessus de la mentalité. Oui. Mentalisation. Arrête juste 2 secondes. Un égrégore est l'ensemble des mémoires et de l'émotivité astrale qui a été sécrétée et qui a été exprimée dans le monde de la mort par les individus. À un moment donné, je me spiritualise, je deviens un maître, je deviens un gourou, je deviens peut-être un dieu vivant pour certains. Je ne parle pas des séminaristes, on parle des conférences extérieures. Les séminaristes, j'espère bien qu'ils comprendraient ce que je fais, mais qu'ils ne tomberaient pas dans le panneau. Et j'ai une salle, je remplis le forum. À un moment donné, tu dis, maintenant que tu as le forum tout plein, tu peux maintenant commencer à briser des formes pour le libérer. C'est l'idée qu'on se fait. On va se dire, maintenant, il est peut-être le temps que tu dises, fais pas ceci, fais pas cela, puis telle affaire de l'illusion, etc. L'égrégore va être tellement puissant que cette populace-là va me tuer plutôt que de changer. Ils vont dire que ça y est, j'ai viré fou, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, c'est à cause de ma femme, c'est à cause des bombes nucléaires, c'est à cause de l'ozone.
Mais une chose certaine, c'est que je ne pourrai manipuler une chose. Si je manipule une populace à venir, par exemple, à coût de 100 000, en réalité, je n'ai rien manipulé. Je leur donne ce qu'ils veulent. Tant que je leur donne ce qu'ils veulent, ils vont être là. La journée que maintenant ils vont commencer à leur donner ce qu'ils ne veulent pas, ils vont carrément m'éliminer. Donc, c'est souvent l'idée spirituelle que l'humain se fait du maître, où il ramasse plein de gens en leur donnant ce qu'ils ont besoin, et après, ça fonctionne s'il ne te tue pas. Ça veut dire que si je veux commencer à diluer l'égrégore qui est spirituel, il faudra que je me laisse au moins 1500, 2000 ans. Sinon, j'essaye ça en dedans de quelques années. Je ne serai plus là du tout. Parce que de toute façon, c'est ce que je vois, c'est que avec un égrégore, bon, de toute façon, il y a des égrégores. Fait que tant que vivre avec des égrégores, tout bien de changer les anciennes, d'en mettre des nouvelles. Oui. Parce qu'elle va être là pareil. Oui. L'autre affaire, c'est que, étant donné que le doute, mais qui est ramené à cause de la normalisation, c'est dans 1500 ans peut-être qu'on va pouvoir vivre agréablement la vision qu'on a présentement. Mais c'est pour ça que j'ai amené ça. Vois-tu, il y a beaucoup de pièges. On parle du pilonnage du monde de la mort. Et ça, chaque individu ici fait partie du pilonnage du monde de la mort. La seule chose qu'il y a, c'est que pour pouvoir avancer plus facilement, avec beaucoup moins de souffrance, il faut qu'on cesse de se remettre en question. Ça, c'est le début. Quand l'être humain comprend la mécanique, parce que je dis souvent, à un moment donné, j'ai souvent le goût de cesser d'amener du neuf uniquement parce que je considère que je devrais laisser le temps aux individus de digérer ce que j'ai déjà amené. Mais les individus finissent par avoir le concept d'aller chercher du neuf, ce qui fait qu'ils ne digèrent même plus le vieux. Ils deviennent des Pac-Man, ils bouffent, ça finit là. L'individu, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut pour pouvoir satisfaire son évolution, et nous sommes en 1990, puis un mois et une semaine. 1990, ce n'est pas à cause de la date, là, 1990, on peut s'amuser avec ça énormément. Bon, parce que 1990, ça fait 1 plus 9, ça fait quoi? Vite comme ça, là. 1 plus 9. Je pense que ça fait 10. Bon, plus 9. Alors, soufflez-y pas à répondre, je veux voir. Ça fait combien? 19. 9 plus 1. 10. 1 plus 0. 1. Bon. Le 1, c'est un principe actif. Le 1, c'est un principe de début. D'accord? C'est totalement neuf. Si tu regardes 1990, si tu regardes 2000, c'est le chiffre 2, c'est le passif. Bon, si on regarde 1980, on avait un chiffre 9. Nous sommes dans une phase qui est un début, mais qui est un début de l'apothéose, qui nécessairement peut aussi engendrer le phénomène apocalyptique pour purifier avant. L'être humain doit absolument comprendre que 1990 à l'an 2000, ce sont les 10 années qu'il lui reste pour se parfaire. L'homme, la femme, doit cesser de niaiser dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle doit changer suffisamment les stéréotypes qui l'habitent. Elle doit maintenant faire un choix réel, non pas, quand je dis faire un choix, c'est qu'elle doit faire croire à son ego que l'ego a choisi, que le programmé pour cela. L'humain doit, à partir de 1990, cesser d'évoluer par nécessité. Il devra s'arranger maintenant pour évoluer comme s'il avait fait un choix, on va dire. Il devra maintenant évoluer par choix et non plus par nécessité. Celui qui évolue par nécessité est assujetti au monde lunaire. Il est assujetti à l'initiation de l'animal humain. Il évolue par nécessité. Évolution darwinienne, adaptative, pas le choix. Celui qui évolue par choix a des raisons intelligentes d'évoluer. Et l'être humain doit s'arranger pour, maintenant, il a 10 ans, il a 5 ans plus pacifique, et il a 10 ans, pour être transportable. L'être humain doit s'arranger pour pouvoir être son seul maître, minimum dans sa conscience. Et de cette façon, l'humain devra s'arranger pour cesser de permettre à l'ego et à l'astral, ainsi qu'à la vapeur du passé, de remettre continuellement en question son cheminement évolutif. Si vous comprenez clairement ce qu'est votre cheminement évolutif,
Si à un moment donné, on ferait un organigramme, un cheminement critique de l'évolution de l'humain, où on a la fin, homme nouveau, surhomme, ce que vous voudrez, on a quelque part une sphère double éthérique, une sphère anégoïsation, une sphère ceci, une sphère cela, et la première sphère où on est. Et là, on se dit, je suis là, je dois m'en aller là avant d'arriver là. Et quand j'ai atteint ceci, je dois passer par là et par là, ça va me donner ceci, cela m'amène là, ça crée le double éthérique, et quand j'aurai le double éthérique, j'aurai le droit de ceci, j'aurai à faire cela, ça va m'amener ceci, cela, et je serai voilà. Bon. Mais la majorité des personnes qui se conscientisent n'ont pas pris le temps de se créer pour eux une cosmogonie suffisamment complète pour pouvoir facilement résumer, dans pas grand-chose, pour l'intellect et pour l'ego, pour les planter, résumer le cheminement, disons, cosmogonique qu'ils aimeraient faire ou qui les attend. Si je pose la question à l'humain, de maintenant à l'an 2023, tu vas faire quoi? Je parle au niveau du cheminement évolutif. Si je dis encore, quel est le point le plus important dans l'évolution vers la conscience nouvelle? L'évolution. Ouais. Il répond en maître. L'évolution. Démerdez-vous pour le reste. Non, c'est bon. C'est bon. Mais ton ego qui se démerde avec. Moi, j'ai bien dit pour l'ego. Regarde, il y a qui, dans la salle, levez pas la main, mais quand même, serait capable de placer en ordre chronologique d'importance et d'apparition tout ce que j'ai dit depuis 5 ans. Je ne dis pas qu'il faut qu'on se rappelle de tout ce que j'ai dit, je parle de placer en ordre chronologique. Est-ce que la négoïsation vient avant ou après le double éthérique? Comment? Est-ce que la lévitation vient pendant, après ou avant? Est-ce que le fait d'être son seul maître mentalement apparaît après le contrôle du système endocrinien, pendant ou avant? Est-ce que la négoïsation renforce l'ego dans ce qui s'exprime, mais est-ce qu'en même temps, elle renforce le mental? Est-ce qu'il y a des structures mentales permettant la négociation sans prolifération de la puissance de l'ego? Est-ce que le fait de tomber en amour est une problématique majeure dans l'évolution de la conscience? Est-ce que l'amour intelligent vient avant le contact avec le plan bouddhique, pendant ou après? Est-ce qu'il y a une différence entre l'intelligence qui a du cœur et l'amour intelligent? Est-ce que... Bon, je peux faire une conférence complète avec des est-ce que. C'est un problème. Pourquoi? Parce que ça continue à conférer de l'impalpable pour l'intellect et pour l'ego. Si chaque personne qui se conscientise, à un moment donné, place en ordre des choses sur un papier, cela va conférer du concret à la théorie abstraite. C'est exactement comme si je vous dis, après la pluie, le beau temps, c'est abstrait. Quand le soleil va être là, ça sera concret. Mais parce qu'on l'a vécu souvent, ça va. Mais pas parce qu'on l'a vécu souvent que ça va, parce que c'est un cheminement clair. Dans l'intellect, clair. Dans l'ego, donc, facilement reconnaissable, et ça nous permet de comprendre un peu mieux. Si la personne qui travaille à la bourse, elle connaît toute la mécanique. Connaissant toute la mécanique, maintenant, elle peut jouer et elle peut gagner. Mais l'individu qui ne connaît pas la mécanique boursière, c'est de l'abstrait, c'est stupide, bon, mais tu mets de l'argent là, puis tu espères que ça va monter, mais comment peux-tu savoir que ça va monter en mettant ça là? Ben, le courtier me l'a dit, mais il y a un paquet de courtiers qui ne comprennent rien non plus. Puis il y en a qui comprennent. L'individu doit cesser de remettre en question. Pour cesser de remettre en question, il faudrait que le cheminement soit clair. C'est comme si vous vous en allez à Rome, puis vous ne savez vraiment pas comment y aller. À tout bout de champ, vous vous dites peut-être que j'y prends mauvaise porte, peut-être vous passez votre temps à vous remettre en question. Mais de quelle façon peut-on faire s'établir un cheminement? Moi, je sais bien qu'on peut tout faire s'établir un cheminement, mais il faudra être prêt à accepter qu'il soit changé pendant le cheminement, soit changé pendant le cheminement. C'est évident. Ça, c'est même absolument obligatoire, c'est essentiel, c'est sine qua non. Puis là, il y a celui qui va faire l'individu qui fait le plan, par exemple, et qui en doute encore une fois. Comment peut-on arriver... La bureaucratie, toujours. Mais comment peut-on arriver à faire quelque chose concrètement sans en douter? Faire quelque chose à partir des choses abstraites. La première chose, c'est qu'on doit se servir d'une trame qui est déjà prévue, d'une trame qui est déjà exprimée. Alors, c'est ce que la majorité des gens, comme toi aussi, ont fait.
Bon, vous êtes venu me voir, poser des questions. Moi, j'amène de l'information. Progressivement, on établit une trame, une mécanique évolutive. Bon, si à un moment donné, on va fureter un peu ailleurs, dans certaines autres régions, on découvre des mécaniques similaires. On n'est plus au mot près, là, des mécaniques similaires. Cette mécanique, tu dois au moins t'arranger pour la comprendre convenablement. Pas nécessairement avoir toute l'information, tous les mots, mais comprendre la mécanique, le cheminement, l'escalier, savoir où la marche 3 va, hein, par rapport à la marche 7. Une fois que cela est fait, tu as déjà au moins concrétisé pour l'intellect une évolution, un cheminement. Quand quelqu'un commence à vous poser des questions, vous pouvez répondre à des choses. Mais quand vous allez être traumatisé par vos propres questions, vous allez aussi être capable de voir. Par exemple, une personne se couche et elle dort mal parce que la nuit, elle a peur. Ça, la peur pendant le sommeil, ça s'inscrit où? Dans l'escalier de votre évolution. Où on situe cela? C'est ça que l'humain doit travailler. Parce que sinon, l'humain est complètement instable. C'est comme si je vous donne tous les morceaux d'un casse-tête, puis vous les placez sur une planche vibrante. Ça brasse. Blablabla. Les morceaux volent régulièrement. Tu essaies d'en placer un là, puis ça se promène tout le temps. Et puis finalement, ben, c'est l'évolution. Comment veux-tu que pour l'intellect soit stable et pour que l'ego que ça devienne sécurisant? On sait que quelque part, il y a un double éthérique. Bon. On sait que quelque part, il y a un ajusteur de pensée. Mais on ne sait pas encore comment tout à fait discerner l'un et l'autre, malgré que beaucoup de personnes ici ont un jour, à travers certains cours que j'ai donnés, ont vu, su, senti, appris, contrôlé. Mais parce que je n'étais pas en arrière pour le répéter, qu'il fallait qu'il pratique quotidiennement, régulièrement, que de temps en temps, ah, regarde ce que tu viens de dire, c'est un ajusteur de pensée. Ah oui? Ah! Parce que je ne suis pas toujours là, l'individu finit par abandonner. La personne doit être capable de se créer une cosmogonie. Qu'est-ce que c'est qu'une cosmogonie? Cosmologie, c'est... On a la cosmonomie pour commencer, qui est le fait de mettre des noms, des mots. C'est important parce que le mot est un contenant d'énergie, et tant que cette énergie, elle est volatile dans la conscience, elle ne sert pas à l'ego. Elle vous sert. Mais vu que votre ego est insécure, il va vous nuire. Alors, on place cette énergie qui est volatile dans la conscience et on lui donne un nom. Un mot. Bon. L'association des mots va permettre l'association de ces différentes énergies-là pour créer des concepts. De l'instruction d'ego. Cosmonomie. La cosmologie va être l'étude de la relation entre chacun des mots ensemble pour nous permettre de créer une marge d'escalier. Bon. Quand on a créé une marge d'escalier, on a un morceau de bois comme ça, un morceau de bois comme ça, peut-être des traverses en dessous, quelque chose pour le faire tenir. On a une marche. C'est la cosmologie. Par la suite, l'humain doit créer une cosmogonie. Une cosmogonie, c'est l'étude de la relation entre toutes les marches que tu as créées pour pouvoir les placer dans un ordre ascendant. Dans un ordre convenable. Pas une marche debout, une marche verticale, une marche à l'envers, une marche de côté, deux marches l'une à côté de l'autre. Une cosmogonie, c'est la hiérarchisation évolutive de chacune des marches. Par la suite, l'humain devra arriver à une cosmosophie, qui est la perception instantanée, sophie, sagesse, savoir, perception instantanée de la globalité de la cosmogonie. Quand j'ai écrit le livre de la naissance à la mort, j'ai écrit une cosmogonie. Une cosmogonie qui, chapitre après chapitre, définit des marches. L'individu qui a la capacité, à un moment donné, de comprendre marche après marche après marche. La marche, comment elle se crée, pourquoi elle se crée, ce qu'elle crée comme incidence, comme synergie, et pourquoi, à un moment donné, elle prolifère dans un autre état. La marche qui suit. Et par la suite, dans un autre état, la marche qui suit, jusqu'au contact instrumental à partir de la substance atomique. Et par la suite, tu dois t'arranger pour comprendre la mécanique au complet, de la cosmogonie, de l'ensemble des marches. Bon, quand un individu a la capacité d'avoir dans sa conscience et d'avoir en mémoire conceptualisé, mais comme je le dis tout à l'heure, le concept doit être altérable. On doit pouvoir le changer au fur et à mesure que l'on monte. Quand tu es rendu à la marche 7, tu vois mieux la marche 9. Et là, tu te rends compte que la marche 9 n'est pas verte comme tu l'avais pensé, mais qu'elle est bleue. Alors, tu changes un peu des concepts.
Quand tu montes sur une autre marche, tu vois maintenant la marche 10 avec tes yeux sont plus hauts que tes pieds. Mais tu n'es pas rendu à la marche 10. C'est d'ailleurs ce qui fait que la frustration de la majorité des individus. Ils voient l'avenir, mais leurs pieds sont en bas, puis ils sont toujours en train de sécréter, en train de chialer. Hein? Parce que tu vas toujours plus haut que ce que tu es rendu, puis c'est normal. L'individu qui se fait une cosmogonie suffisamment précise cesse de perdre son temps à se remettre continuellement en question dans la structure d'évolution. Si on fait un résumé de la structure d'évolution, est-ce que, présentement, nous pouvons considérer que l'ego n'existe pas? Est-ce qu'une personne peut se dire « Ah, moi, j'ai toujours pas de preuve que l'ego existe. » Est-ce qu'on peut considérer... Encore là, ça, c'est abstrait. Ça reste abstrait? Okay. Mais là, on peut arriver à concrétiser, étant donné qu'on le vit... Parce que l'expérimente quotidiennement. Okay. Donc, ça l'aide. On doit chercher chez soi toutes les traces déjà confirmées, même si ça reste abstrait. Êtes-vous intelligent ou non? C'est à confirmer. Êtes-vous manipulable ou non? C'est à vérifier. On le vérifie régulièrement. Maintenant qu'on l'a vérifié, ça c'est de demander l'approbation. Y a-t-il de la stupidité dans vos manipulations? Donc, il y a un stupidateur quelque part. Mais est-ce stupide de se faire manipuler? C'est à chacun de répondre à la question. Maintenant, est-ce qu'effectivement, à chaque fois qu'on vit de l'émotion, ça s'exprime par le système endocrinien de notre corps physique? Avez-vous vérifié ça? Ça, c'est matériel, c'est concret. Facile à vérifier. L'avez-vous vérifié? À un moment donné, vous n'êtes pas sûr. Prenez certains livres de médecine et observez l'incidence de l'alcoolisme sur le corps, l'incidence de l'hypo ou de l'hyperthyroïdie sur le corps. Observez, par exemple, l'incidence de certaines formes de diabète, où une personne devient violente, colérique, agressive, dangereuse, tueuse, simplement par hypoglycémie. Puis quand l'hypoglycémie devient un peu trop grave, elle tombe dans les pommes ou sur le tapis. Ça dépend où elle se tient. Il suffit juste de lire certains phénomènes médicaux pour découvrir que il y a expression biologique. Le stress ulcère l'estomac. Comprenons des choses. Mais ça, il faut aussi qu'on finisse par l'atterrir et se dire, ça maintenant c'est réglé. Ce n'est pas de la théorie. Je le vis, je le constate biologiquement. Que pensez-vous de ce que j'ai déjà dit sur l'évolution sécrétatoire de l'animal humain et de l'évolution énergético-mutatoire de l'être humain? On a oublié, est-ce que c'est juste une théorie comme ça? Ou si c'est une théorie qui est beaucoup plus solide, qui explique des choses? Que penser de ce que l'on sait déjà sur l'astral, sa constitution, son besoin d'alimentation, son besoin en expression, sur la manipulation d'autrui? Avec ce genre de théorie, on explique tout ce qui s'est passé dans le passé, on explique tout ce qui se passe actuellement dans la psychologie humaine, on explique tout ce qui se passe chez vous. On doit commencer par mettre bien terre à terre les choses que l'on a apprises, que l'on a comprises, pour instruire l'intellect et l'ego, que ça, on ne le remet plus en question. On le remettra en question quand on sera sûr d'être sûr d'avoir quelque chose d'autre pour le mettre à sa place. Et présentement, l'humain le remet en question parce qu'il est instable, pas parce qu'il est solide. Alors, on va faire une petite pause, et puis on va continuer.